Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire sur Zouk TV comme chaque mercredi après-midi. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai l'immense plaisir de recevoir des amoureux de la lecture, des passionnés même. Donc nous disons d'abord bonsoir à Cassandre Cléon, auteure et blogueuse. Bienvenue Cassandre, c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Alors en face de Cassandre Cléon, nous avons monsieur Emmanuel de Rênal, auteur également de quelques livres. D'accord. Je vous l'avais dit, nous avons des amoureux et des passionnés de la lecture, voire de l'écriture. Donc je pense que nous allons bien nous régaler cet après-midi. Et comme d'habitude, nous allons voyager très certainement dans le temps, dans l'espace et puis dans notre culture martiniquaise ou autre et réfléchir à notre façon de faire. Donc c'est pour cela, tout de suite, nous nous tournons tout de suite vers Cassandre. Donc Cassandre, de quoi vas-tu nous parler cet après-midi? Alors je vais vous parler du livre de Rosette Poletti, Être proche aidant, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et donc cet ouvrage est dans la thématique des proches aidants, des aidants familiaux. Et il entre dans le cadre du défi lecture que je me suis lancée, à savoir lire 12 livres en 12 semaines sur la thématique des aidants pour sensibiliser le grand public. Donc cet ouvrage est vraiment très intéressant dans le sens où Rosette Poletti, pour parler brièvement d'elle, elle est psychothérapeute, elle est experte dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, elle a une longue expérience dans les soins infirmiers et puis elle est autrice de nombreux ouvrages en développement personnel. Elle aborde des thématiques comme la résilience, le lâcher-prise et l'estime de soi. Alors, pour les téléspectateurs, les téléspectatrices, donc qu'est-ce qu'un proche aidant? Donc, oui. Rosette Poletti donne la définition en fait légale qui est utilisée dans le canton de Genève, puisque elle est suisse. Donc c'est une définition très légale. Mais en fait, pour résumer, en fait, un proche aidant, c'est comme un aidant, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'occupe d'un parent, son père ou sa mère, ou d'un enfant, ou d'un voisin, ou peut-être d'un ami, qui est en situation de dépendance en raison d'une pathologie ou d'un handicap ou lié à son grand âge. Donc, quand on résume ça, en fait, un proche aidant, c'est un peu tout le monde, finalement. Quand on a des proches ou on est en relation avec les personnes. Donc, Rosette Poletti montre en fait les différentes difficultés du proche aidant, mais elle donne surtout les solutions pour pouvoir gérer justement ces difficultés. Et juste pour revenir sur le titre, parce que le titre, Être proche aidant, c'est apprendre à danser sous la pluie, c'est un clin d'œil au philosophe Sénèque qui dit qu'il faut apprendre à danser sous la pluie au lieu d'attendre en fait la fin de l'orage. Donc c'est une sorte de métaphore. L'orage, en fait, la pluie, ce sont les difficultés. Ce sont toutes ces situations complexes que l'on peut vivre quand on s'occupe d'une personne dépendante. Et danser sous la pluie, c'est en fait garder sa joie de vivre malgré tout et continuer à avancer et à apprécier ce rôle très noble d'être en fait au service d'une personne que l'on aime finalement. Donc j'ai beaucoup apprécié le livre. Il se lit très facilement. Il donne beaucoup de témoignages parce que elle partage donc les différents profils, différents cas. Et bien sûr, chaque cas est unique. On est d'accord. On ne peut pas faire de copier-coller d'une situation, mais par ces différents témoignages, le lecteur peut effectivement peut-être trouver des similitudes, trouver des points communs. Donc c'est ce que j'ai apprécié dans son livre. Et puis autre chose, elle parle
de l'expertise des proches aidants. Puisque en s'occupant au quotidien, au fil des années de son proche, le proche aidant développe cette expertise du prendre soin, et elle regrette en fait que les soignants ne prennent pas suffisamment en compte cette expertise. Parce que si on prend le cas d'une famille, d'un proche aidant qui s'est occupé, par exemple, de son parent pendant des années, et ensuite, lorsque ce parent est confié à des professionnels dans un établissement, par exemple, un EHPAD, eh bien, la parole du proche aidant n'est pas forcément écoutée. Et donc, elle aurait apprécié effectivement que, par exemple, dans les formations, surtout qu'elle est infirmière, elle a une longue expérience dans les soins infirmiers. Elle aurait apprécié que dans les formations, on puisse mieux prendre en compte l'expérience des aidants, parce que, comme elle dit, le prendre soin, il n'y a pas de monopole en fait pour bien prendre soin de quelqu'un. Donc il y a un enrichissement, une interaction qui peut se faire. D'accord. Je te remercie beaucoup pour ces explications, parce que j'aime bien le sous-titre « Apprendre à danser sous la pluie ». Donc, on est clair, ce n'est pas une danse de la pluie. Ce n'est pas une danse de la pluie. On apprend à danser sous la pluie, et c'est joliment dit, une belle métaphore. Effectivement, puisque, et je pense que parmi nos téléspectateurs, il y a des proches aidants. On avait vu qu'il y avait aussi des aidants la semaine dernière qui s'ignoraient. Ce n'est pas toujours une tâche aisée, facile, même si elles le font de bon cœur, par amour, souvent. Mais parfois, il y a de l'orage. Et c'est un petit peu de l'espoir trouver l'espoir avant la fin de la pluie, avant la fin de l'orage. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que plutôt pendant l'orage, finalement, parce que elle donne différents outils pour pouvoir mieux apprécier l'instant présent malgré les difficultés. Et elle parle de la méditation, de la cohérence cardiaque. Donc ce sont des pistes, bien sûr, qu'elle donne, puisque chacun est libre d'utiliser ce qui résonne en lui, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré les difficultés, malgré les émotions négatives que le proche aidant peut ressentir, elle invite vraiment le lecteur, s'il est un proche aidant, à reconnaître sa situation, à vraiment prendre conscience de son contexte, de sa situation, de ses difficultés, et puis de les exprimer. Donc toutes les émotions que l'on peut ressentir, la frustration, le sentiment d'injustice, la colère aussi, et bien de pouvoir exprimer tout ça, ne pas le refouler, d'aller peut-être dans la forêt puis de crier, ou elle donne l'exemple, si on est dans la voiture, bien sûr, la voiture à l'arrêt, on est stationné, de pouvoir hurler, crier, ou tout simplement aussi échanger, discuter avec des professionnels ou des amis, ne pas garder tout ce mal-être, pouvoir extérioriser tout ça, peut-être même par exemple dans l'art-thérapie, ou écrire, tout simplement écrire dans une lettre tout ce qu'on a sur le cœur pour pouvoir se sentir plus léger. Est-ce qu'elle donne, je ne sais pas, dans les outils, les méthodes, est-ce qu'elle a un nombre de prédilections de méthodes, ou est-ce qu'il y a des techniques particulières préférées, soit pour toi ou bien soit pour elle? Oui, il y a différentes méthodes, effectivement. Donc, comme je disais, la méditation, la cohérence cardiaque. Donc, des méthodes aussi très simples, puisque il y a des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la méditation, mais elle préconise de commencer ne serait-ce qu'une minute, en fait. Faire juste 1 minute de méditation, ou 1 minute ou 5 minutes de cohérence cardiaque. Donc c'est simple, on peut le faire n'importe où, c'est gratuit, et ça, il y a vraiment des bienfaits. Donc surtout la cohérence cardiaque,
Et puis quelque chose aussi, elle parle voilà, de s'accepter, donc s'accepter radicalement pour pouvoir se libérer de la culpabilité. Parce que les proches aidants se sentent souvent coupables de ne pas en faire assez, ou ils sont culpabilisés par les proches ou par leur entourage. Et donc vraiment cultiver cette autocompassion, je pense que ça, c'est une des solutions importantes voilà, qui est transmise dans ce livre. Voilà. Et tu as parlé de la cohérence cardiaque. Oui. Excuse mon ignorance, ça consiste en quoi? Alors, donc, la cohérence cardiaque, donc, c'est une respiration. Donc, c'est vrai que c'est assez détaillé. Elle dit, en fait, elle donne le process. Comment le faire. Donc, je ne suis pas une experte dans ce domaine. Mais c'est le fait de respirer. Et ça permet au corps voilà, de s'apaiser. Voilà, donc je renvoie les téléspectateurs à la définition qu'ils pourront trouver effectivement donc, sur Internet. Et il y a aussi des applications que les internautes peuvent mettre sur leur smartphone pour justement mettre en place ces exercices de cohérence cardiaque. Oui, pour être accompagnés. Oui. D'accord. Et dans ces méthodes, il y a des exercices. Est-ce que c'est uniquement physique? Est-ce qu'elle met des loisirs dedans? Est-ce qu'il y a l'alimentation? Est-ce qu'elle va dans plusieurs domaines? Oui, tout à fait. Notamment la musique. D'accord. Donc tout ce qui est lié à la musique, tout ce qui est lié, voilà, tout ce qui nous fait du bien finalement pour pouvoir se libérer, avoir un exutoire en fait. Donc elle invite les proches aidants à aller justement vers toutes ces disciplines qui peuvent leur faire du bien. Comme chaque cas est spécifique, et chaque personne pourra effectivement faire en sorte que ça lui apporte quelque chose de positif. Voilà. Et puis surtout, elle donne aussi des contacts d'associations qui peuvent aider les proches aidants. Donc, elle est dans le canton de Genève. Donc, effectivement, elle parle d'associations qui sont en Suisse, mais elle donne aussi des référents en France aussi, des associations qui sont référentes comme France Alzheimer, voilà, notamment. Et puis, on peut aussi aller sur Internet et puis chercher effectivement donc, les différents organismes qui aident au niveau de la région où on se trouve. Hein. Oui. D'accord. Finalement, est-ce qu'on voit l'arc-en-ciel à la fin de son livre ou bien, comme tu as dit, on voit l'arc-en-ciel plutôt pendant? Pendant l'orage, oui. Pendant l'orage, on Donc, voit, on va dire, le soleil devrait être à l'intérieur de nous, je dirais. Bon, ça, c'est moi qui... ça n'engage que moi, elle ne le dit pas. Mais en fait, c'est effectivement, malgré les difficultés, être quand même heureux. Puis il y a un passage qui est très beau, je pourrais peut-être vous le lire. Tu peux, hein, tu as la possibilité. Je l'ai trouvé, mais vraiment sublime. Et il s'agit... Nous sommes là pour ça. Oui, puisque... elle invite justement les proches aidants à prendre soin d'eux, hein, malgré les difficultés. Et elle donne l'exemple d'une lettre qui date de l'an 1100. Vous voyez, ça remonte à très longtemps. Oui. Et c'est une lettre qui... Alors, attendez que je la retrouve. Je l'avais marquée là. Donc, c'est une lettre, effectivement, qui est adressée au pape de l'époque, le pape Eugène III, qui apparemment ne s'occupait pas très bien de lui. Il se négligeait. Et donc, dans cette lettre, elle nous montre qu'à travers les siècles, finalement, cette problématique, voilà, de prendre soin de soi, c'est toujours d'actualité.
à l'heure actuelle. Voilà. Donc c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui, 21e siècle, mais Oui, exactement. puis Donc le Moyen-Âge, c'était déjà une problématique. Oui, l'an 1100, donc c'est une lettre de Bernard de Clairvaux qui écrit, comme je disais, au pape Eugène III à l'époque. Reviens à toi-même. Comment peux-tu être vraiment présent pour les autres si tu t'es perdu toi-même? Si tu passes toute ta vie en activité et si tu ne te crées plus d'espace pour le silence, je ne te soutiens pas. Comment peux-tu être pleinement humain si tu t'es perdu? Toi aussi, tu es un être humain. Pour que ta bonté soit parfaite, tu ne dois pas seulement être là pour les autres, mais tu dois avoir un cœur attentif à toi-même. Si toutes et tous ont le droit d'avoir une part de toi, sois alors aussi un homme, une femme qui a le droit de t'avoir. Pourquoi serais-tu le seul qui n'ait rien de toi-même? Combien de temps encore offriras-tu ton attention à tous, sauf à toi-même? Tout le monde puise dans ton cœur, comme si tu étais une fontaine publique. Et toi, tu restes assoiffé à côté. N'oublie pas, offre-toi à toi-même. Je ne dis pas, fais-le toujours, mais je dis, fais-le de temps à autre. Sois comme pour tous les autres, présent pour toi aussi. Voilà, donc j'ai trouvé ça sublime. Tu as dit c'est de 1100? L'an 1100. L'an 1100. L'an 1100 et c'est toujours texte... d'actualité. Ben oui, ce texte de 1100, on peut le prendre pour aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Je pense que soit parmi nos téléspectateurs ou nos participants, ils se sont certainement reconnus. Non, c'est vrai. Du début à la fin, oui, c'est ça. Les personnes qui se donnent, qui n'hésitent pas à aider, et puis bon, qui soit se négligent ou bien considèrent, bon, pour soi, bon, on va voir pour soi après, parce que il y a peut-être une urgence à aider, et puis deuxièmement, elles le font aussi avec plaisir. Ces personnes ne comptent pas les heures à aider soit un proche ou un ami, et puis se disent, bon, comme j'aide, ça me donne de la force, mais il faut aussi prendre ce petit temps aussi pour soi, se reposer quelques instants pour être mieux à même d'aider. Donc, ça t'a parlé, ce texte, monsieur Clairvaux? Oui. Alors moi, d'abord, je trouve que vous en parlez très très bien de ce livre, donc bravo, ça donne vraiment envie de le lire. Et oui, je trouve que vous dessinez bien l'aller-retour qu'il y a entre soi et l'autre. Donc, quand on est soignant proche ou proche soignant, j'imagine qu'on est dans un maelstrom d'émotions parce que on est face à des situations critiques, là-dedans sous la pluie, souvent face à des gens qu'on aime, et on est un peu perdu, on est parfois pris dans ce tourbillon d'émotions. Et en même temps, pour pouvoir faire face à cette situation, il faut être soi-même, pleinement soi-même, donc se ressourcer, aller chercher dans son propre cœur, dans ses propres ressources, les forces qui sont nécessaires pour être bon dans l'altérité. Donc cet aller-retour entre soi et l'autre, vous en parlez vraiment très très bien. Et voilà, donc c'est... Je comprends, et le titre est magnifique, en effet, la danse sous la pluie, c'est comme l'optimiste qui dit c'est bien quand il pleut parce qu'après la pluie, le beau temps. Donc c'est une manière toujours de mettre du positif dans les événements qui nous parviennent. Et voilà, donc en tout cas bravo pour la manière dont vous en parlez. Merci. Et pour rebondir justement sur ce que tu disais, Ludovic, donc... elle parle aussi, effectivement, donc, des difficultés, mais un proche aidant lui a dit « Je ne suis pas proche aidant, je suis proche aimant ». Et je trouve ça très beau, et elle a été aussi surprise, parce qu'effectivement, quand on le fait avec amour, il n'y a pas forcément
toujours ce poids, cette difficulté, parce que l'amour rend les choses, les choses sont un peu plus légères d'une certaine façon. C'est plus un fardeau. Donc je voulais attirer l'attention là-dessus. C'est vrai que pour certains proches, c'est fait avec tellement d'amour que ils sont heureux. Tiens, tu as peut-être trouvé le titre de ton prochain livre, Proche aimant, quelque chose de... Oui. Je pense qu'il y a une piste à explorer et vu ton expérience en dehors de la lecture, mais ton expérience personnelle, tu pourrais faire quelque chose avec l'expression de proche aimant. Oui. Garde ça en mémoire, ne perds pas. En tout cas, merci beaucoup, Cassandre. Merci beaucoup pour ce livre plein d'espoir. Est-ce que tu peux nous redonner le titre, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, c'est être proche aidant, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et j'ai un blog également donc, qui s'appelle Cœur aidant. Donc les téléspectateurs peuvent avoir plus de détails et plus de ressources sur le résumé de livre que j'ai fait dans le cadre du défi. Merci beaucoup Cassandre. C'est bien sûr une problématique d'actualité, notamment avec le texte de l'an 1100 que tu as lu pour nous qui peut-être est vieux dans le temps, mais toujours très neuf dans l'état d'esprit. Merci beaucoup, Cassandre. Donc, nous allons maintenant nous tourner de l'autre côté vers Emmanuel. Alors, Emmanuel, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai coécrit avec Steve Follagadé, qui s'appelle Dialogue improbable, qui est en réalité la restitution d'un dialogue exigeant, difficile, mais fécond et riche, que nous avons eu tous les deux pendant plus d'une année, à raison d'une rencontre hebdomadaire. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que cet ouvrage, il a aussi un sous-titre. Oui, alors, dialogue improbable entre un afro-descendant et un béké. D'accord. Voilà. Qui sont en fait avec des guillemets homo béké, parce que l'idée de cette rencontre, c'est d'abord l'histoire d'une vraie rencontre, avant d'être un livre. Et quand on s'est rencontrés tous les deux, nous n'avions strictement aucun projet d'écriture, aucun projet de publier quoi que ce soit. C'était juste une rencontre fortuite qui résultait d'un échange d'idées à travers des écrits. J'avais publié mon premier livre qui s'appelle Ubuntu, et lui, Steve Gadet, que je ne connaissais pas, a lu ce livre et a rédigé une critique assez forte, assez, je dirais pas à charge, mais une critique exigeante contre Ubuntu. Mais pourtant, une critique pleine d'intelligence. Je ne partageais pas tout ce qui était écrit de sa main, mais en tout cas, je reconnaissais qu'il y mettait une part d'objectivité et une part d'honnêteté intellectuelle. Donc ça m'a donné envie de le rencontrer pour aller un peu plus loin dans l'échange. Bon, je vous passe les détails parce que la prise de contact s'est faite à travers Facebook. On a fini par trouver un temps de rencontre. Il m'a donné rendez-vous près de chez lui, sur un terrain vague de Schellcher, en fin de journée. Bon, j'imagine qu'il tenait à ce que cette première rencontre se fasse dans un endroit discret, loin des regards. Donc je me suis rendu à ce rendez-vous. La première rencontre était un petit peu tendue. Nous n'étions pas forcément d'accord sur beaucoup de choses, lui et moi. C'était encore deux représentations sociales très distinctes qui se parlaient. Donc on est dans un petit territoire où ces représentations sociales ont de la force. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais malgré tout, après quelques minutes de confrontation positive, la glace s'est brisée tranquillement et on a pu atteindre un niveau de dialogue qui était tout à fait intéressant et qui a justifié qu'on se retrouve la semaine suivante. Et donc ainsi,
on a convenu régulièrement de se revoir au même endroit pour poursuivre le dialogue sur des sujets difficiles sur lesquels nous n'étions pas en phase. Donc il ne s'agissait pas d'évacuer les sujets, au contraire, de les affronter, mais positivement, enfin, idée contre idée, argument contre argument, et tranquillement de dérouler comme ça nos échanges. Ainsi ont été abordés tous les sujets sensibles de notre société, depuis l'histoire jusqu'aux relations qui peuvent exister entre les différentes communautés d'aujourd'hui. Et puis voilà, donc ça s'est déroulé. Donc là, c'était vraiment une expérience humaine de dialogue, riche, je trouve, en tout cas moi, qui m'a vraiment fait voir, enfin, qui a sans doute transformé beaucoup de choses en moi et en lui, j'espère. Et puis au bout d'un certain temps, nous avons convenu d'enregistrer nos échanges. Donc nous avons enregistré 7 dialogues, donc 7 séances, qui ont été enregistrées bien après la première rencontre, sans trop savoir ce qu'on allait en faire au début. Là encore, on avait une intuition que ces dialogues pouvaient avoir une utilité, pourquoi pas, peut-être pas au regard de l'histoire, mais en tout cas au regard des différentes relations qu'on pouvait poser à l'extérieur de nous-mêmes. Et puis, tout en continuant de dialoguer, on s'est dit, après tout, acceptons l'un et l'autre de rendre public cet échange. Donc ça, c'était une décision que nous avons partagée, de publier ces textes, à une condition, et d'ailleurs c'est Steve qui a eu cette exigence, à condition qu'aucune réécriture ne soit faite sur le dialogue tel qu'il a eu lieu. Donc c'était important pour lui que la restitution soit fidèle à la ligne près à l'échange que nous avions eu. C'est toujours délicat quand on publie un livre qui émane d'un écrit. On se dit, est-ce que finalement l'imprécision du dialogue, est-ce qu'elle peut servir l'exigence de l'écriture? Donc on a eu quelques moments de doute. Bon, et puis on s'est accordé sur cette règle. On a soumis ce texte à un éditeur qui a trouvé le projet formidable et donc qui a accepté de publier le livre, donc qui est sorti au mois de mai cette année-ci. Et qui, je crois, réveille quelques réactions positives pour beaucoup d'entre elles, certaines négatives aussi, mais c'est un peu normal. Mais en tout cas, je suis assez ravi de l'accueil général qui est rendu à ce livre. Oui, tout à fait. Je fais partie de ceux qui trouvent qu'il y a eu un écho positif de ce livre. Moi j'aime bien le titre « Dialogue improbable », pas « Dialogue impossible ». Et longtemps, certaines personnes ont pensé ou ont voulu penser que c'est un dialogue impossible. Et j'aime bien ce que tu dis. Donc, il y avait des sujets, on suppose, vous n'étiez pas, je vous dis presque c'est normal, vous n'étiez pas sur la même ligne de départ, puisque chacun est chacun. Mais il y a pu avoir cet échange. Il y a pu avoir, je ne dirais pas cette confrontation, mais confrontation dans le sens où chacun exposait son opinion à l'autre dans le calme et la sérénité. Et c'est comme ça qu'on construit. Oui, mais c'est exactement ça. D'abord, le dialogue n'est intéressant que quand les points de vue qui s'opposent ne sont pas les mêmes. Sinon, à quoi ça servirait de tourner en rond en ressassant des idées admises. C'est quand même beaucoup plus stimulant intellectuellement de débattre avec quelqu'un qui n'a pas ses propres idées et ça permet de faire évoluer sa propre pensée. Enfin, on grandit chacun dans la relation à l'autre quand l'autre nous apporte sa part de vérité. Donc ça, c'est la vertu et la magie du dialogue. Et en cela, je crois que Steve, comme moi-même, avons profité l'un de l'autre de nos différences.
Et c'était très bien, c'était important, en tout cas moi ça m'a enthousiasmé. J'ai pris du plaisir à me mettre un petit peu en danger dans ce dialogue, tout comme lui d'ailleurs. Oui. Et c'est ce qui finalement fait le sel de la vie. Enfin, il faut bien sortir de ses propres lignes de confort si on veut, je sais pas, aller dans des chemins de traverse qui finalement nous rapportent un bénéfice d'humanité. Donc moi, j'ai beaucoup pris dans cette relation et je considère que ce dialogue, qui est improbable mais qui n'est pas impossible, est une expérience qui... Alors, ni Steve ni moi ne sommes là pour donner des leçons à personne. Chacun mène sa vie, chacun considère sa relation à l'autre comme il l'entend, mais je crois qu'on a compris quelque chose d'essentiel, c'est qu'au fond, le dialogue est sans doute ce qu'il y a de plus important dans la relation entre les êtres. C'est un point d'importance qui est capital, qui est peut-être négligé, parce qu'on a plutôt une culture, chacun, qui consiste à affirmer ses certitudes, à se conforter dans ses avis définitifs, et en fait à se rétrécir dans soi-même. Alors que dans le dialogue, c'est une passerelle qui donne accès à l'autre, qui permet de s'enrichir de l'autre, qui permet de grandir. Et cette culture du dialogue, on voit à quel point elle est parfois insuffisante dans nos sociétés. Alors c'est vrai dans le monde entier, ça l'est particulièrement chez nous en Martinique, où on sent bien que par moments, il y a des zones de dialogue qui sont difficiles et auxquelles on renonce. On renonce soit par peur, soit par... on estime qu'on n'a pas la légitimité d'aller dans le dialogue. Enfin, on se donne plein de raisons qui sont en réalité de mauvaises raisons. Parce que, comme on se l'est dit d'ailleurs au bout de certains temps, Steve et moi, on ne fait de mal à personne à parler. On ne se travestit pas soi à se confronter à l'autre. On n'abandonne rien. On ne se désintègre pas dans le dialogue. Au contraire, on s'enrichit. Donc, mais on est quand même, malgré tout, prisonnier chacun souvent de nos représentations qui nous donnent des limites que l'on se met dans la tête, des limites que l'on se met dans son champ mental, qui nous enferment, qui nous rend prisonniers, qui nous réduisent. Donc voilà, je crois que la vertu du dialogue, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, j'ai vraiment compris par cette expérience à quel point il fallait tout faire pour cultiver l'esprit de dialogue, le développer, le stimuler, l'enrichir. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, j'ai pas la solution, mais j'ai l'intuition qu'il y a là un champ d'exploration, de travail, pour que par le dialogue, on puisse apaiser la société, on puisse se retrouver soi-même et en même temps retrouver l'autre et avancer sans forcément se renier. Donc, est-ce que par rapport à tes dernières paroles, est-ce qu'il faut que j'interprète qu'il puisse avoir un dialogue 2 ou un dialogue 3? Mais écoutez, non, mais le dialogue, entre Steve et moi, alors, depuis cette rencontre, on continue de se voir, à l'occasion de la promotion du livre, le dialogue n'est pas rompu entre lui et moi, mais comme ce dialogue a été fait de manière spontanée au départ et sans intention de publication, faire un dialogue 2 voudrait dire passer commande d'un travail d'écriture et qui, à mon avis, dénaturerait ce travail. Donc, je ne pense pas que Steve soit dans cette optique-là. On n'est pas là pour s'amuser. Ça a été vraiment un travail de don de soi dans le dialogue. Comme souvent Steve le dit lui-même, on n'a pas joué, on s'est quand même livré. Il y a une forme de sincérité extrême dans cette relation, et donc on ne va pas rendre des choses factices ou en fabriquant un deuxième dialogue qui pour le coup deviendrait un peu une instrumentalisation de notre relation. Donc en tout cas à ce stade je le sens pas comme étant une possibilité. En revanche je serais très heureux si cette expérience qu'on a pu mettre sur la place publique, parce que le fait aussi de le rendre public procède d'une volonté
affirmé, si ce dialogue public pouvait inspirer d'autres dialogues, tout aussi improbables, entre des gens qui, a priori, estiment ne pas pouvoir se parler entre eux. Ce n'est pas forcément entre des catégories socio-ethniques, ça peut être entre des professions, ça peut être entre des relations de genre. Enfin, on peut imaginer plein de situations où chacun s'enferme dans la certitude que le dialogue est impossible avec l'autre. Si simplement ça peut inspirer d'autres dialogues, la suite serait dans ces autres dialogues, en fait. D'accord. J'espère que nos téléspectateurs ont bien écouté. Donc, ce n'est pas limité à une catégorie ethnique. Toute situation qui pourrait être jugée au départ très improbable, avec de la volonté, avec de l'ouverture. Et j'aime bien, par rapport à une chose que tu disais tout à l'heure, souvent, les personnes échangent entre elles, mais pas forcément pour dialoguer. C'est souvent fait pour « j'ai mon idée », peu importe ce qu'il va me dire, voici mon idée et je vais imposer mon idée. Et en fait, nous répondons souvent juste pour répondre, mais on ne répond pas par rapport à ce qu'on a entendu, on ne prend pas le temps d'écouter. Et comme tu disais, il n'y a rien ça ne nous diminue pas d'écouter l'autre, de reconnaître, tiens, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Et c'est pas parce que je dis, tiens, j'ai pas vu les choses sous cet angle-là que, entre guillemets, j'ai perdu le combat ou quoi que ce soit, mais je sors grandi et par rapport à ce que je peux apporter, mon interlocuteur aussi peut sortir grandi. Là, tu mets le doigt sur le cœur du sujet. Ce qu'on appelle dialogue souvent, c'est une confrontation, non pas entre des personnes, mais entre des représentations. Autrement dit, ce sont des étiquettes qui se parlent, bien souvent, des clichés, et derrière un cliché, derrière une étiquette, il y a toute une charge de représentations qui sont forcément caricaturales, qui sont forcément limitatives, et ce qui oblige l'un et l'autre à se réfugier dans une posture. Et donc, sortir des postures, ça veut dire sortir du regard caricatural que l'on peut avoir sur l'autre. Ça veut dire enlever l'étiquette pour atteindre la personne. Donc, parler de cœur à cœur, parler de personne à personne. Je crois que c'est important de délivrer ce message ici, parce qu'on a peut-être ici, peut-être plus qu'ailleurs, tendance à enfermer les uns et les autres dans des catégories, dans des postures, dans des étiquettes. Et alors certes, ces représentations sont une réalité, mais elles ne résument en aucun cas les personnes. Bon, c'était le thème de mon premier livre, Ubuntu, justement, où à travers ce texte, j'ai voulu casser les obsessions identitaires pour dire, au fond, ce qui compte, ce sont les gens, les personnes, avec leurs qualités, leurs défauts, mais aussi leurs projets individuels. On a chacun en soi une responsabilité de vie qui dépend d'abord de soi, avant de dépendre des attributs que la société veut nous faire porter. Voilà, donc c'est important de retrouver sa propre liberté. D'ailleurs, ça fait un peu écho à ce que je viens d'entendre, à ce que tu disais, puisque c'est chercher en soi, chercher dans la méditation, chercher dans son propre cœur, sa propre vérité, qui finalement nous apporte la liberté, nous affranchit de beaucoup de choses et nous rend beaucoup plus libres dans sa relation à l'autre. Quand on se connaît soi-même bien, on est plus à l'aise dans sa relation au monde. Alors, tu as dit, dans le dialogue un problème, il y a eu un enregistrement de 7 dialogues. Oui, il y a eu 7 dialogues d'1 heure chacun. À peu près, c'était le temps de nos échanges, et ce sont ces 7 dialogues qui ont été enregistrés, retranscrits et publiés. Et ces 7 dialogues sont venus après quelques dialogues. Alors, j'ai plus gardé en mémoire les premiers dialogues non enregistrés, mais ça n'appartient qu'à Steve et à moi, ces dialogues secrets qui n'auront pas été rendus publics. Seuls ont été rendus publics ces dialogues-là, qui sont venus après d'ailleurs que la première confrontation ait eu lieu. Voilà.
Et pour nos téléspectateurs qui ne sont pas encore familiarisés avec le dialogue improbable, est-ce que les 7 dialogues enregistrés, ce sont 7 thématiques? Non, ce ne sont pas 7 thématiques, ce sont des dialogues qui se déroulaient, donc d'abord qui se succèdent, qui se suivent, il y a une chronologie. Donc je pense qu'on ressent bien la manière dont la pensée évolue, aussi bien chez moi que chez Steve, puisque forcément on aborde des sujets qui arrivent dans la spontanéité de l'échange, mais sont abordées des thématiques à la fois sensibles de notre société, et puis des thématiques que l'actualité du moment aussi révélait. Il y avait eu quand même quelques événements sociaux marquants à l'époque de nos échanges, donc comme quand on dialogue, on fait référence à ce qui se passe dans le moment, et donc on s'appuie dessus pour amorcer le débat, et c'est comme ça que ces dialogues se sont déployés. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel pour ta présentation. Est-ce que tu peux nous redonner le titre, le sous-titre de ton ouvrage? Alors, il s'appelle « Dialogue improbable entre un afrodescendant et un béquet » et c'est un livre qui est publié aux éditions Caraïbes Éditions. D'accord, merci beaucoup. Merci. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien le titre « Dialogue improbable ». Ce n'est pas un dialogue impossible. Même si, et on l'a vu tout à l'heure avec Cassandre, même s'il y a de la difficulté, il y a de l'espoir. Quand on met la volonté, quand on s'adonne à une passion, quand on fait de son mieux, l'impossible, le IM disparaît et ça devient possible. Même ce ne sera pas facile, mais ça devient possible. Et on peut progresser, tout un chacun, on peut même s'épanouir, on peut danser sous la pluie. C'est ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup à vous tous les deux. Merci Cassandre, merci Emmanuel pour ce moment. Donc, un petit mot de conclusion? Eh bien, oui, effectivement. Cultiver l'esprit de dialogue, c'est important, même pour les proches aidants, surtout pour eux, pour pouvoir mieux vivre avec les autres et vivre avec soi-même aussi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Cassandre. Emmanuel? Non, mais écoutez, moi j'ai été ravi de ce petit moment d'échange. Ravi également de découvrir ce livre que tu nous as présenté, qui semble parler du cœur, à la fois du cœur, mais de la relation à l'autre aussi, puisqu'il faut bien interagir pour aider la personne en difficulté. Donc voilà, c'était un joli moment. Merci beaucoup. Merci à nos téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous suivre chaque mercredi. Et si, comme Cassandre, comme Emmanuel, vous souhaitez venir sur le plateau nous parler d'un coup de cœur, vous pouvez le faire en composant le numéro qui s'affiche à l'écran, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Donc merci Cassandre, merci Emmanuel, merci à chacun. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.